Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à mes jumelles Ipek et Daphné Baki. Remerciements. Ce livre et la thèse de doctorat réalisée précédemment à l'université Galatasaray sont le fruit d'efforts accumulés pendant des années. À cet égard, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui m'ont apporté généreusement leur soutien pendant cette période. En premier lieu, j'exprime ma reconnaissance la plus profonde à M. Ali Faïk Demir, mon directeur de thèse, pour sa patience, son encouragement et ses orientations académiques tout au long de mes travaux. Je le remercie du fond de mon cœur. Son regard critique a été très précieux pour structurer ce travail et améliorer sa qualité. Je tiens également à remercier Mme Füsun Türkmen, directrice du département de Relations internationales à l'université Galatasaray pour ses contributions précieuses quant au développement méthodologique de ma thèse. En outre, je tiens à remercier M. Günkut, maître de conférence à l'université Bogazici qui a contribué significativement à l'avancement de ma thèse en partageant avec moi ses connaissances académiques et son expérience professionnelle. Je suis aussi très reconnaissante à Mme Selkan Polatay et M. Sinar Ozen qui ont siégé à mon jury de thèse. Je tiens également à rendre hommage à M. François Nokodi et M. Tolga Bilner pour leur relecture rigoureuse qui a amélioré la qualité de mon manuscrit. J'exprime mes profonds remerciements à M. Ali Lakinci, ambassadeur turc à la retraite et premier secrétaire général du Conseil turcique, l'Organisation des États turciques, qui m'a fourni l'opportunité d'assister à mes cours de doctorat parallèlement à mes responsabilités professionnelles. Sa connaissance et son expérience des pays turcophones et la région m'ont certainement orienté dans le choix du sujet de cette recherche. Ses conseils ont été un guide précieux tout au long de ma carrière professionnelle et mes études de terrain dans les pays turcophones. Ma reconnaissance profonde s'adresse aussi à M. Ömer Kocaman, secrétaire général adjoint du Conseil turcique, ancien coordinateur de TICA au Kazakhstan pour ses recommandations. Bien sûr, sans le soutien inconditionnel de ma famille, il ne m'aurait pas été possible d'avancer et de conclure ce livre et mes études de doctorat. À cet égard, j'adresse une pensée spéciale à ma mère Gulben Moussabeh, mon père Mahmoud Moussabeh, ma sœur Sibel Moussabeh ainsi que mon mari Mert Baki, sa mère Serpil Baki et son père Bülent Baki pour leur patience et leurs encouragements. Sans les efforts inlassables de ma mère et de mon mari, je n'aurais pas pu trouver les moyens nécessaires pour poursuivre ma recherche et rédiger ce livre. Je leur dois une immense gratitude pour les sacrifices qu'ils ont consentis pendant des années. Enfin, je voudrais dédier ce travail à mes jumelles Daphné et Ipek dont les noms ont été inspirés de la route de la soie historique, et qui m'ont apporté chance, courage et motivation nécessaires pour conclure ce livre. Abréviation. Préface. La relation entre la géographie et l'histoire éclaire le long chemin menant du passé à nos jours. La géographie et le destin, avait déjà noté Ibn Khaldoun. Cette fameuse citation est un véritable guide depuis des siècles. Certaines régions géographiques du monde ont un impact qui ne se limite pas à leur environnement immédiat, mais elles touchent l'ensemble du système international. Au fur et à mesure, telle région s'associe avec certains peuples et États. La région et ses peuples forment un tout. Au cours de l'histoire, une région devient progressivement la patrie d'un seul peuple et est finalement appelée d'après ce peuple. L'Asie centrale figure parmi ce type de région. Cette zone qui comprend une grande partie de l'Eurasie fut longtemps appelée Turkestan. C'est surtout l'identité et le style de vie des Turcs qui lui ont donné ce nom, de par leur influence et rôle important dans cette partie du monde. En effet, les terres où les États turcs ont été établis et gouvernés en combattant et cohabitant avec d'autres peuples et États, ont occupé une importance stratégique à toutes les époques. À partir du XIXe siècle, ces territoires sont entrés dans le viseur des grandes puissances. À cet égard, le fait que l'Eurasie, qui a été au centre des théories géopolitiques, est considérée comme le cœur du monde, ou Heartland, n'est donc pas un hasard. À la suite de l'invasion russe du XIXe siècle, les États turcophones, hormis la Turquie, ont survécu en URSS d'une manière isolée du reste du monde. L'effondrement du système soviétique qui a entraîné la redistribution des cartes dans le monde entier a été le début d'un grand changement pour eux. Dans ce contexte,
les 6 pays turcophones, à savoir l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et la Turquie, qui partagent des origines linguistiques, une culture et une histoire communes, ont eu la possibilité de lancer une coopération régionale qui s'est renforcée sur les plans politiques et économiques. Cela coïncide avec la réinterprétation des concepts tels que région, régionalisme et régionalisation, ce qui nécessite le développement d'une nouvelle approche pour étudier l'Eurasie et l'Asie centrale, dominée par des États turcophones. Qui sont les acteurs du prochain jeu dans cette région? Quelles en seront les règles? Comment analyser cette géographie turcophone dans les nouveaux équilibres régionaux et globaux? Toutes ces questions demeurent pour l'instant sans réponse. Certes, l'un des facteurs à prendre en considération dans l'étude du positionnement et de l'importance stratégique de l'Eurasie, c'est la route de la soie. Historiquement, c'est la route commerciale la plus importante reliant l'Orient et l'Occident. De nos jours, les projets de la nouvelle route de la soie, notamment celui développé par la Chine, sont considérablement privilégiés et élaborés. La région, qui est indispensable pour la route de la soie d'hier et d'aujourd'hui, est principalement habitée par des peuples turcophones. En quoi la route de la soie est-elle si importante? Quel effet le monde turcophone y produit? Quel type de processus de communication et d'interaction la nouvelle route de la soie initie-t-elle, ou crée-t-elle entre les pays turcophones de cette région? Dans quel contexte la présence turcophone dans la région devrait-elle être appréhendée dans le nouvel ordre mondial? Quel type de relation prévaut entre les pays turcophones et leurs peuples eux-mêmes? Une collaboration plus approfondie serait-elle possible entre ces États dans un proche avenir? En termes de coopération multilatérale entre des pays turcophones, la structure la plus élémentaire et la plus développée est le Conseil turcique, en tant qu'organisation régionale intergouvernementale, rebaptisé l'Organisation des États turciques pendant son 8e sommet des chefs d'État qui a eu lieu le 12 novembre 2021 à Istanbul. Comment et à quelle fin l'organisation, dont l'origine remonte aux années 1990, a été créée en 2009? Quelles sont les forces motrices de la coopération? Est-ce qu'elle a pu atteindre ses objectifs de départ? À quel niveau a-t-elle contribué à la régionalisation? De quelle manière pouvons-nous évaluer son processus d'élargissement? Comment cette structure peut-elle évoluer et changer à l'avenir? Sans aucun doute, il est possible de multiplier ces questions. Madame Pelin Moussabeh-Baki, l'auteur de cette recherche qui est le fruit de sa thèse de doctorat que j'ai dirigée, est toujours intéressée par l'histoire et la culture des Turcs. Elle a fait preuve d'une performance exceptionnelle lors de mes cours de licence sur la Turquie et le monde turcophone. Elle a aussi rédigé son mémoire de maîtrise sur la régionalisation en mer Noire. Elle a travaillé sur l'Europe et l'OTAN, et a participé à des projets y afférents. Par ailleurs, elle avait rédigé son mémoire de fin d'études universitaires sur le rôle de la diplomatie publique dans la sécurité internationale et l'exemple de l'OTAN. Elle n'a pas commis l'erreur de se limiter à un seul domaine ou sujet, tout en sachant maintenir la distance académique et prendre le recul nécessaire vis-à-vis de son sujet. Dans cet ouvrage, Madame Pelin Moussabeh-Baki, une diplomate brillante et une chercheuse pleine d'enthousiasme, avait pour objectif de mener une étude dans le cadre de la discipline des relations internationales vis-à-vis de cette région turcophone, laquelle a été souvent analysée que d'une perspective historique. Prenant en considération les traits historiques et géographiques, elle a fait un voyage sans faille pour examiner le développement de la coopération régionale entre les pays turcophones par le prisme du nouveau régionalisme. Ayant profité des avantages de ses racines familiales, de sa profession et de son parcours académique, elle a su mettre en œuvre un travail authentique et riche. Certes, le fait qu'une partie de sa famille la relie aux Ouïghours en Chine et qu'elle conserve des liens étroits avec la région, a considérablement contribué à son étude. En revanche, force est de souligner que Madame Moussabeh-Baki, dont l'autre partie de sa famille provient des Balkans, a su éviter de tomber dans le piège d'une approche émotionnelle et biaisée dans cette étude en raison de ses origines. Être diplomate et siéger à l'Organisation des États turciques au moment de la rédaction de cette thèse lui ont permis d'apporter une contribution indéniable en matière de connaissance de terrain et d'analyse. Elle a rencontré responsables politiques, des chercheurs, des journalistes et d'autres personnalités. À ce titre, elle s'est rendue à plusieurs reprises dans la région.
Elle a personnellement participé aux travaux de l'Organisation des États turciques et a pris part aux négociations entre les parties dans les domaines politiques, économiques et culturels. Ainsi, elle a eu la chance d'accéder aux sources primaires, à savoir, les études et rapports portant directement sur les questions qui concernent les États de la région. Par ailleurs, elle a systématiquement combiné des informations théoriques et pratiques. Je tiens à souligner qu'elle a poursuivi ses études doctorales, tout en exerçant son métier de diplomate. Ce travail offrira sans doute une vision bien inhabituelle au lecteur. À la lumière de l'histoire, mais révélant les conditions toujours changeantes, et dans le contexte de nouvelles frontières et compréhension de la géographie concernée, cette étude analyse les vieilles dynamiques et les éléments actuels de la coopération régionale entre les États turcophones et leurs peuples. C'est dans ce cadre que le Conseil turcique, qui est devenu l'Organisation des États turciques, sera examiné en détail. Cette organisation régionale, sur laquelle l'information est relativement limitée, sera présentée dans une perspective complète qui va au-delà de la présentation de certains textes officiels et accords. Ainsi, la présente étude apporte une contribution originale aux études comparatives de régionalisme. Y aura-t-il une coopération permanente et efficace compte tenu de la nouvelle perspective du régionalisme dans le monde turcophone ? Jusqu'où peut aller la régionalisation ? L'Organisation des États turciques en sera-t-elle le catalyseur ? Les pays turcophones veulent-ils rester partenaires dans cette géographie commune ? Comment les acteurs régionaux et non régionaux affectent-ils cela ? Que peut-il se passer à court, moyen et long terme ? Comme l'écrit Cengiz Aytmatov, le grand auteur plume du monde turcophone, le sort d'une personne est comme un chemin sur une montagne. Parfois elle monte, parfois descend et parfois elle s'arrête en arrivant à une falaise dont on ne voit guère le fond. Ce n'est pas possible de faire ce chemin tout seul, mais ce sont ceux qui s'unissent, ceux qui se prêtent l'épaule qui peuvent surmonter tous les obstacles. Avec ce livre de Pelin Moussabé Baki, le lecteur sera emmené dans un voyage dans le temps, découvrira l'évolution des enjeux du présent et ouvrira la porte à la découverte d'une géographie, d'un peuple, d'un monde turcophone et d'une organisation régionale peut-être l'une des moins connues. Dr Ali Faik Demir. Maître de conférences, Université Galatasaray. Introduction. Je n'ai pas écrit même la moitié de ce que j'ai vu et vécu, parce que je savais que vous n'y croiriez pas. Marco Polo. La route de la soie qui n'était pas assez connue par l'Occident avant le voyage de Marco Polo, le grand explorateur italien, était un corridor qui a permis le passage non seulement de biens mais aussi d'idées, de valeurs, de langues, de religions et même de gènes pendant plusieurs siècles. À cet égard, en tant que réseau aux relations imbriquées sur les plans économiques, politiques et culturels dont les effets ont dépassé ces territoires, ce corridor a été considéré comme l'un des premiers espaces de globalisation. Même si, à partir du XVIe siècle, l'importance géopolitique et géoéconomique de la route de la soie a relativement diminué sous l'effet des découvertes maritimes, elle est encore aujourd'hui au sein de l'agenda international grâce à de nombreux projets de coopération régionale avec des effets globaux. Cela nous permet de repenser l'interaction entre la globalisation et la régionalisation en nous concentrant sur les territoires de cette route historique, où se trouvent les 6 États turcophones, à savoir l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et la Turquie. Après la fin du système bipolaire, des mouvements régionaux ont proliféré dans le monde entier. Dans ce contexte, bien que cela puisse paraître contradictoire, nous sommes témoins d'une part d'une montée du nationalisme et du micro-nationalisme à travers le monde, et de l'autre, les références au régionalisme sont plus vivaces que jamais. Face à ce tableau assez compliqué, nous vivons dans un monde de plus en plus global et pourtant avec des mouvements régionaux qui prospèrent. Ainsi, de l'Amérique latine au continent africain, de l'Europe à l'Asie du Sud, ces mouvements régionaux se multiplient. Pourtant, il n'est pas toujours question d'acteurs régionaux partageant une géographie et des dénominateurs clairs en commun. À ce titre, les questions concernant la définition de la notion de région, les composantes de la coopération régionale, la description du régionalisme et de la régionalisation, la formation de l'identité régionale ainsi que les facteurs qui aboutissent à l'intégration régionale ont commencé à dominer les relations internationales.
L'Eurasie, dont les frontières changent selon la définition qu'on lui donne, se trouve au cœur de ces questions. En effet, suite à la dissolution de l'Union soviétique, la question de la régionalisation a été particulièrement significative pour les 6 États turcophones, dont 5 sont devenus indépendants au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Au cœur de l'Eurasie, voisins des acteurs tels que la Russie et la Chine, situés sur la route de la soie historique, ces États turcophones œuvrent pour la régionalisation dont les origines remontent bien loin. Aujourd'hui, la population totale de ces 6 pays turcophones atteint les 160 millions d'habitants, sur une superficie de 5 millions de km² tout au long de la route de la soie historique avec un PIB total de 1,5 billion de dollars, donc 13e rang mondial par leur taille économique. Prenant en considération les peuples turcophones du monde entier, il existe 250 millions d'individus reliés les uns aux autres par des liens ethniques, linguistiques, culturels et historiques répartis sur un territoire de 12 millions de km². De par sa capacité démographique et son potentiel économique, cette régionalisation se différencie des autres mouvements régionaux. Par ailleurs, quand les pays et les peuples turcophones sont évoqués, des interrogations concernant une possible unification sont toujours d'actualité. Pourtant, il faut bien lire les caractéristiques contemporaines de cette régionalisation pour mieux comprendre ses dynamiques et ses aspects. Une telle analyse nous permettra évidemment de mieux nous projeter sur les équations politiques, économiques et culturelles, tout au long de la route de la soie de nouveau populaire grâce aux différents projets de coopération régionale. La notion de coopération régionale est bien sûr une partie inséparable des relations internationales. Avec la chute de l'Union soviétique, les méthodes et les composantes de cette notion ont connu une évolution et une modification. Dans un contexte où la définition de région a varié selon la théorie d'analyse choisie, le régionalisme, concept primordial de la coopération régionale dans lequel les acteurs régionaux s'engagent pour l'établissement d'une collaboration plus systématique aussi, a évolué dans le temps et l'espace. Après la chute de l'Union soviétique et avec la relance de la multipolarité, nous constatons une différenciation des propriétés de ce concept qui est en vigueur dans le vocabulaire des relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est répandue pendant la guerre froide sous le contrôle des 2 superpuissances, débouchant sur une catégorisation de l'ancien et du nouveau régionalisme. Dans un cadre éclectique, le nouveau régionalisme a plutôt pour base des méthodes constructivistes. Ainsi, il renvoie à un processus qui implique plutôt l'idée d'une action consciente et planifiée pour la fabrication d'une région par des acteurs réunis par la volonté politique d'agir ensemble. À cet égard, selon le nouveau régionalisme, la régionalisation est la mise en pratique de cette idée en tant que processus dynamique et éclectique composé d'éléments politiques, économiques et culturels. Dans ses analyses, il prend en considération non seulement les États mais aussi les acteurs non étatiques. De plus, évitant une approche eurocentrique, le nouveau régionalisme affirme que la régionalisation ne peut pas seulement être attachée aux facteurs nationaux et être détachée du contexte global. Pourtant, une erreur récurrente est celle de nommer chaque régionalisation avec une rhétorique ambitieuse comme une tentative d'intégration régionale. Ethne Söderbaum, représentant de l'approche du nouveau régionalisme, ont apporté une nouvelle dimension en créant le concept de régionnesse, qui pourrait être traduit en français comme régionalité. D'après eux, il existe 5 niveaux de régionalité susceptibles d'être mesurés. Ces niveaux sont l'espace régional, regional space, le complexe régional, regional complex, la société régionale, regional society, la communauté régionale, regional community, et le système politique régional institutionnalisé, regional institutionalized polity, dans lesquels les facteurs endogènes de la régionalisation et les facteurs exogènes des défis de la globalisation sont examinés ensemble. En incluant les dimensions historiques et sociétales dans leurs analyses, cette approche soutient l'idée qu'à chaque étape, on constate un approfondissement de la régionalisation. Pourtant, elle souligne qu'il n'existe pas de développement linéaire entre le passage d'un niveau à l'autre. Dans cette perspective, elle affirme que pour le moment l'UE fournit une nouvelle et unique forme qui a abouti à un système politique institutionnalisé. Le nouveau régionalisme attribue une importance primordiale à l'identité régionale, concept dynamique qui peut être construit, reconstruit et déconstruit.
Composé de facteurs internes et externes, il établit un parallélisme entre l'intensification de l'identité régionale et l'augmentation du niveau de la régionalité ainsi que de la capacité d'acteur régional. En outre, l'interrégionalisme constitue un autre concept du nouveau régionalisme qui est un phénomène systématique pour décrire les liens entre les régions, braquant la lumière sur le fait que le renforcement des relations entre différentes régions contribue au développement de la régionalisation dans une région concernée. Enfin, comme le nouveau régionalisme reste limité pour offrir des analyses comparatives, le régionalisme comparatif ouvre un nouvel horizon visant à trouver des moyens pour établir une comparaison entre les différents mouvements régionaux. À cet égard, l'analyse de l'état de la régionalisation entre les États turcophones, à travers le prisme théorique du nouveau régionalisme en tant que sujet qui n'a pas été traité auparavant devient intéressant et pertinent comme étude de cas au service des comparaisons régionales. L'émergence des 5 États turcophones, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, suite à l'effondrement de l'Union soviétique a relancé les efforts de coopération régionale entre les acteurs turcophones. En effet, ces efforts remontent au temps de la route de la soie historique. Ainsi, la domination et le contrôle de cette route par les acteurs turcophones pendant plusieurs siècles ont créé un champ d'interaction parfois coopératif, parfois conflictuel le long de cette vaste zone. Quoi qu'en soient ses motivations et ses objectifs, cette interaction, accompagnée d'une base linguistique commune avec une intercompréhensibilité assez forte, s'est approfondie jusqu'à l'invasion du Caucase et de l'Asie centrale par la Russie tsariste et l'Union soviétique par la suite. Cette invasion a changé les équations en Eurasie, laissant des traces sur le déroulement de la régionalisation entre les États turcophones. Avec la chute de l'Union soviétique, la Turquie et les États turcophones nouvellement indépendants ont trouvé un climat favorable pour relancer leurs tentatives de régionalisation. Cette indépendance n'a ni été revendiquée ni acquise au prix d'une lutte, mais a plutôt été le résultat naturel de la dissolution de l'Union soviétique. Ainsi, avec ce bagage historique, ces pays sont entrés dans un long processus complexe et diversifié de state building, nation building et national identity building, accompagné d'efforts de transition à l'économie de marché. Composé des facteurs internes et externes, ce processus a également eu des conséquences sur la dite régionalisation. Dans l'espoir de rattraper le temps perdu, pour ce qui est de la coopération avec les États frères nouvellement indépendants, la Turquie, en tant que premier pays à avoir reconnu l'indépendance de ces pays, a pris des mesures multidimensionnelles sur les plans politico-diplomatiques, développemental et économique, ainsi que culturel et éducatif. D'une part, elle a essayé de renforcer ses relations bilatérales avec ces pays, et d'autre part elle a mis en place des mécanismes comme les sommets des États turcophones. Ces derniers se sont tenus 10 fois entre 1992 et 2010, dans le but de renforcer les liens régionaux dont les effets sur l'approfondissement de la régionalisation sont à résoudre. Sur l'expérience des sommets des États turcophones, l'établissement en 2009 du Conseil de coopération des États turcophones, le Conseil turcique, par les pays fondateurs, à savoir l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Turquie, et son secrétariat général permanent situé à Istanbul, a déclenché un nouveau stade pour le développement de la régionalisation entre les pays turcophones. L'Ouzbékistan a intégré cette organisation en 2019 au 10e anniversaire de la création du Conseil, suivi de l'obtention du statut d'observateur par la Hongrie en 2018 où d'ailleurs un bureau de représentation a été ouvert. Le Turkménistan ne faisait pas partie du Conseil turcique, dont les raisons seront expliquées en détail dans ce livre. Ce pays est observateur dans cette organisation régionale depuis 2021, qui prit d'ailleurs le nom de l'Organisation des États turciques la même année. Considérée comme la première organisation politique établie volontairement par les États turcophones, le Conseil s'est engagé sur plusieurs sujets de coopération, politique étrangère, économie, transport, énergie renouvelable, technologie de l'information et de la communication, affaires de la diaspora, médias, éducation, sport et jeunesse, auquel a été ajoutée la santé avec la pandémie de la Covid-19. Aussi, les organisations affiliées et reliées au Conseil couvrent les aspects parlementaires, commerciaux, culturels et éducatifs de cette coopération.
En interaction avec d'autres organisations régionales et internationales dans le contexte de l'interrégionalisme, cette institution présente un cas d'étude pour analyser le rôle d'une organisation régionale pour le développement de la régionalisation parmi les acteurs régionaux concernés. En analysant la contribution du Conseil turcique, de l'Organisation des États turciques, au développement de la régionalisation entre les pays turcophones avec ses réalisations ainsi que ses limites, nous nous poserons également la question de savoir si aujourd'hui la turcophonie est un facteur déterminant de ce mouvement de régionalisation, ou est-ce qu'il existe d'autres éléments fondamentaux pour ce mouvement. De plus, nous nous interrogerons sur la validité du slogan d'Ismail Gaspirali, pionnier de l'idée de l'unité turcique, qui consiste en l'union de la langue, de l'idée et du travail, vis-à-vis de la coopération en cours entre les pays turcophones sous l'égide du Conseil turcique. Nous discuterons également de la nécessité ou pas de l'adhésion de tous les acteurs régionaux à une telle régionalisation. Nous essayerons aussi de déterminer la nature de cette régionalisation et de savoir si elle présente des signes de fermeture ou d'ouverture. Enfin, il sera question de voir si cette régionalisation débouchera vraiment un jour sur l'établissement d'une union ou d'une intégration régionale. Au vu de ce qui précède, ce livre, qui est la version courte de la thèse du doctorat soutenue en 2020 à l'université Galatasaray, a pour but d'étudier les relations de coopération entre les pays turcophones à l'aide de concepts empruntés au nouveau régionalisme, en nous basant sur la catégorisation des niveaux de régionalité de Ethne et Söderbaum. Dans ce cadre, notre première hypothèse repose sur l'idée que la régionalisation entre les pays turcophones remontant au temps de la route de la soie est passée au fil du temps par des stades fluctuants en fonction des développements régionaux. Notre deuxième hypothèse porte sur l'importance du bon timing, le choix du moment, pour la superposition des conditions nationales, régionales et globales permettant l'établissement et le développement de la régionalisation. Quant à notre dernière hypothèse, elle défend l'idée que l'existence d'une organisation régionale contribue de manière remarquable au renforcement de la régionalisation, si celle-ci est équipée de manière appropriée. Par conséquent, dans le cadre de ce livre, nous essayerons de contribuer aux études du nouveau régionalisme en menant une étude sur un cas spécifique qui n'a pas encore été examiné de la sorte. À cet égard, notre expérience en tant que fonctionnaire international au sein du Conseil turcique de 2012 à 2018 et les études de terrain effectuées dans les pays turcophones ont approfondi et enrichi nos recherches. Les entretiens réalisés pendant ce travail avec des universitaires, des journalistes, des bureaucrates, des diplomates et des hommes d'État, en fonction ou à la retraite et les gestionnaires locaux dans ces pays et en Turquie nous ont permis de mieux comprendre et projeter les efforts et les caractéristiques de la régionalisation concernée. Ces entretiens ont révélé les détails jusqu'à présent inconnus du processus d'indépendance des pays turcophones, de leur reconnaissance par la Turquie et les autres États, ainsi que les véritables dynamiques de la feuille de route mise en place par Ankara pour la relance de la coopération avec les autres pays turcophones. Ainsi, nous avons trouvé l'opportunité d'obtenir des informations de première main sur plusieurs sujets en relation avec la coopération régionale entre les pays et les peuples turcophones, depuis l'époque de la route de la soie jusqu'à nos jours. De plus, en comparant ces informations, nous nous sommes aperçus des erreurs communes et des généralisations concernant la coopération entre les pays turcophones, ainsi que l'énorme lacune de travail académique à ce sujet dans la littérature des relations internationales. Pour répondre aux questions soulevées ci-dessus, ce livre sera subdivisé en 3 grandes parties. La première grande partie portera sur l'analyse du nouveau régionalisme comme base théorique de la thèse et de la coopération entre les acteurs turcophones, sur le plan historique. Après avoir étudié les caractéristiques de l'ancien et du nouveau régionalisme ainsi que leurs différences, nous traiterons des concepts de régionalité, identité régionale, interrégionalisme et régionalisme comparatif, concepts primordiaux pour les études du nouveau régionalisme. Ainsi, nous regarderons en détail la catégorisation de régionalité de Ethne et Söderbaum, qui nous servira de guide méthodologique pour constater le développement de la régionalisation entre les États turcophones et ses limites. Suite à la section théorique,
nous nous pencherons sur la route de la soie comme zone d'interaction et de coopération pour les acteurs turcophones. À ce titre, nous examinerons d'abord les caractéristiques historiques et physiques de cette route ainsi que ses propriétés économiques, politiques et socioculturelles afin de mieux comprendre l'importance de celle-ci pour les acteurs turcophones et leur interaction dans le temps et l'espace. Ensuite, nous analyserons l'héritage économique et politique des peuples turcophones sur cette route en nous attardant sur leur cohésion linguistique et socioculturelle. Ensuite, nous traiterons l'état de la coopération régionale dès le XVIe siècle quand la route de la soie a perdu de son importance géopolitique et géoéconomique jusqu'au début du XXe siècle entre les acteurs turcophones. Ainsi, d'une part, nous regarderons de près les relations entre l'Empire ottoman et les Khanats du Turkestan comme un bel exemple pour déterminer l'état de cette coopération entre les acteurs turcophones géographiquement éloignés, malgré les pressions internes et externes. D'autre part, nous examinerons l'entrée de la Russie tsariste comme nouvel acteur au Caucase et en Asie centrale, pour identifier ses influences sur le développement de la régionalisation entre ces acteurs. Ensuite, l'analyse du panturquisme et du jadidisme en tant que mouvement politique dans cette zone géographique assez vaste nous permettra de constater le potentiel de coopération régionale turcophone entre les deux extrémités de l'Eurasie malgré les conditions conjoncturelles défavorables. La deuxième grande partie portera sur les facteurs endogènes et exogènes auxquels les pays turcophones nouvellement indépendants ont dû faire face, avec des incidences sur leur régionalisation. Ainsi, nous analyserons d'abord les politiques de l'Empire russe et de l'Union soviétique dans les domaines éducatifs, linguistiques, territorial, économiques et culturels, y compris les stratégies sur l'islam. Ensuite, nous nous concentrerons sur la transition multidimensionnelle des États turcophones à la suite de leur indépendance et les effets sur la régionalisation. À cet égard, nous examinerons leur processus de state building, de nation building et de national identity building, ainsi que leur passage à l'économie de marché en analysant les défis majeurs et les instruments utilisés. Enfin, dans cette partie, les efforts de coopération déployés par la Turquie vers les pays turcophones depuis leur indépendance seront abordés pour constater leurs effets sur la régionalisation. Cette partie se focalisera sur les plans politico-diplomatiques, développemental et économique ainsi que culturel et éducatif. Nos analyses couvriront la période allant de l'indépendance des pays turcophones, voire même un peu avant, jusqu'en 2020 en priorisant les domaines clés qui ont eu des effets sur l'évolution de la régionalisation. La troisième grande partie sera consacrée au rôle du Conseil turcique de l'Organisation des États turciques, comme mécanisme unique de coopération régionale pour l'approfondissement de la régionalisation entre les pays turcophones. Après avoir analysé le processus des sommets des États turcophones, effectifs entre les années 1992 à 2010, nous examinerons le processus de l'établissement de ce Conseil dans le cadre de ses objectifs, de sa structure et de ses méthodes utilisées à travers les documents fondateurs et son système de fonctionnement. Après avoir examiné les institutions affiliées et reliées au Conseil turcique pour évaluer leur structure et leur place dans la régionalisation, nous analyserons les déclarations adoptées dans les sommets du Conseil turcique au niveau des chefs d'État. Cela sera suivi par une étude des activités du Conseil renommées comme l'Organisation des États turciques sur le plan politique, économique et éducatif culturel humain ainsi que l'analyse de la coopération de l'Organisation avec les autres pays y compris les contacts du Conseil avec la Russie, la Chine et les États-Unis ainsi que les autres organisations internationales sous l'angle de l'interrégionalisme. Enfin, après avoir analysé les activités des institutions affiliées et reliées à cette organisation régionale, nous ferons un bilan de ses accomplissements ainsi que de ses limites provenant de ses pays membres et des enjeux dus à ses travaux, pour mieux évaluer le niveau de sa contribution à l'institutionnalisation de la coopération régionale et l'approfondissement de la régionalisation entre les pays turcophones en concluant par le niveau de régionalité sur lequel la coopération turcique se trouve actuellement. Le concept de régionalisme, dans la littérature théorique et la coopération entre les pays turcophones sur le plan historique. Dans cette partie, le régionalisme sera examiné de manière théorique pour étudier les différences entre l'ancien et le nouveau régionalisme. À la suite de cet examen,
l'aspect historique de la coopération entre les acteurs turcophones sera analysé pour prendre en considération l'état de leur régionalisation. À l'arrière-plan du régionalisme dans les débats théoriques. Dans cette section, les concepts liés au régionalisme, leurs propriétés, leur catégorisation et leurs différences seront d'abord examinés. A. L'ancien régionalisme et son évolution théorique seront ensuite analysés de manière détaillée. B. 1. Les concepts liés au régionalisme. La définition de terme région s'avère problématique. En effet, ce terme prend sa place dans la littérature des relations internationales depuis longtemps et il ne paraît pas comme un concept contestable. Pourtant, il existe une certaine ambiguïté vis-à-vis de la définition d'une région et de ses composants. A. La région. Le terme de région a pour origine du mot latin regio qui signifie un domaine géographique, politique et administratif. En effet, regio qui est dérivé du verbe regere en latin se traduit comme diriger ou gouverner en français. Donc, l'origine du mot région contient des dimensions à la fois politiques et géographiques. Il s'agit d'une pluralité pour la définition de la région. Louise Fawcett souligne que les régions ont toujours existé et depuis l'Antiquité, joué un rôle dans l'espace politique sous diverses formes. Empire, royauté ou alliance entre cités-États ou États. Donc, le contenu de la région évolue d'après les changements historiques et théoriques au sein des relations internationales. Pareillement, Eurel conclut qu'il n'existe pas de région naturelle, et les définitions de région changent selon un problème particulier. Pour sa part, Verinen affirme que la formation des régions sert d'interface entre les forces globales, économiques, technologiques ainsi que les réalités nationales. En effet, il est possible de multiplier ce genre d'exemples en l'absence d'une seule définition de région. La question de savoir quels sont les acteurs d'une région concernée constitue un débat qui évolue parallèlement au changement du rôle de l'État au sein des débats théoriques. Joseph Nye définit la région comme un nombre limité d'États reliés par une relation géographique et par un niveau d'interdépendance mutuelle. Pourtant, il est déjà admis dans des débats théoriques que l'État n'est pas le seul acteur du système international. De ce fait, Etn exprime que des différents acteurs étatiques et non étatiques fonctionnent dans les arènes régionales et ils fournissent des biens publics régionaux et globaux. La volonté de coexistence constitue le facteur qui prévaut pour l'établissement et la gestion des relations régionales. Pour exprimer cette volonté, les acteurs régionaux se rassemblent en se basant sur certains compromis qui sont précisés par des accords régionaux. Ainsi, ils mettent en œuvre les règles du jeu de cette coexistence et précisent les limitations dues à ces règles. Cela invoque l'existence d'une volonté politique des États, en désignant un espace comme leur région. Le niveau de cette volonté politique, le contenu de ses composantes et le parallélisme entre la volonté et le contenu sont également significatifs pour parler d'une région. La volonté de coexistence peut être apparue pour plusieurs raisons. Des besoins politiques, sécuritaires et ou économiques peuvent déclencher la création de conditions spécifiques qui engendrent cette volonté. D'autre part, comme dans l'exemple des pays nordiques, partager une culture et une histoire commune peuvent aussi se trouver à la base de cette volonté pour se regrouper au sein d'une région. Par ailleurs, le Conseil nordique établi en 1952 comme une organisation régionale est le produit de cette volonté. Pourtant, l'existence de volonté politique entre les acteurs d'une région peut avoir des limites en pratique si les intérêts des pays régionaux qui s'engagent dans le mouvement régional ne coïncident pas tout à fait. À titre illustratif, les relations intra-régionales au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANAS, ne pouvaient pas éliminer tous les conflits entre ces pays membres et dépasser des différentes approches à propos des problèmes extra-régionaux dans le cas des chocs économiques. Pour qualifier un espace comme région, il est naturel de faire référence aux connotations géographiques, pour prendre en compte la proximité spatiale entre les acteurs qui s'engagent dans une région. Pourtant, le niveau d'importance de ce facteur géographique peut varier selon la perspective d'analyse. D'ailleurs, en mettant l'accent sur le fait que la région a une signification différente pour les historiens, pour les experts de sciences politiques et pour les économistes, Verinen affirme que les deux premiers pensent qu'ils reconnaissent une région quand ils la voient tandis que pour le dernier,
la région existe s'il y a un accord préférentiel de commerce ou une union douanière. Donc, la définition de région varie également d'après les points de vue des experts selon leur discipline avec une relativité absolue. Même si la dimension géographique domine sur les facteurs qui composent une région, le principe de contiguïté territoriale ou même de proximité spatiale est de temps en temps remis en cause. À cet égard, Väyrynen critique la perspective qui présume que les régions sont statiques et délimitées strictement d'une manière géographique. Mansfield et Milner aussi critiquent cette perspective déterministe avec un exemple intéressant. Ils affirment que même si l'Est de la Russie est proche de l'Alaska, les États-Unis et la Russie ne peuvent pas être considérés comme des acteurs appartenant à la même région. Donc, au-delà de la proximité spatiale, la similitude des cultures entre les acteurs concernés joue un rôle important pour la formation d'une région. Il donne également l'exemple de la France et des pays francophones en Afrique du Nord-Ouest, qui forment une région non par l'intermédiaire de leur proximité géographique mais plutôt par leur similarité linguistique. D'autre part, les frontières d'une région peuvent changer d'après différents points de vue. Par exemple, l'Afghanistan est de temps en temps inclus parmi les acteurs de l'Asie centrale. De toute façon, sans délimitation géographique, l'explication du terme région et ses dérivés comme régionalisme, régionalisation, etc. serait difficile à réaliser. Ainsi, une région a besoin d'un lien géographique même si ce lien peut être lâche. Le fait que la région n'est pas quelque chose de tangible canalise les débats vers un autre domaine. Tavares souligne que la région est une construction cognitive qui déborde des frontières de l'État, basée sur la territorialité et socialement structurée de différents acteurs. Cela exige l'existence de certains liens culturels, économiques, linguistiques ou politiques entre les acteurs de la région. À cet égard, Breslin précise que si les continents sont formés par la nature, les régions, elles, se fabriquent par les peuples dans une construction politique et sociale qui change au cours du temps. Thomson apporte un point de vue original à ce débat en soutenant que la reconnaissance interne et externe d'une région par des acteurs et des observateurs comme une sphère distinctive est aussi remarquable pour la conceptualisation d'une région. Donc une sphère peut être considérée comme une région au fur et à mesure qu'elle est perçue comme telle de l'intérieur et de l'extérieur. La catégorisation des régions constitue un autre domaine de recherche en la matière. Comme dans le cas de définition de région, il est possible de faire face à plusieurs catégorisations d'après différents paramètres qui sont mis en considération par des experts de disciplines variées. À cet égard, Väyrynen regroupe les régions comme des régions physiques et fonctionnelles en expliquant que les régions physiques renvoient aux espaces territoriaux, militaires et économiques contrôlés principalement par les États. Il ajoute que les régions fonctionnelles se définissent par les facteurs non territoriaux comme la culture, le marché qui sont plutôt reliés aux acteurs non étatiques. Fawcett parle d'une catégorisation inclusive et exclusive. Elle appelle une région comme inclusive si elle accueille d'autres États. Donc, cette région est ouverte pour l'élargissement ou bien l'inclusion des acteurs en statut d'observateur. D'autre part, elle décrit une région comme exclusive si elle n'est pas accueillante envers les autres États. En outre, Ethne fait une autre catégorisation de régions comme centrales, périphériques et intermédiaires. D'après lui, les régions centrales sont politiquement stables et économiquement dynamiques et s'organisent pour devenir capables de contrôler le monde. Les régions périphériques sont politiquement plus turbulentes et économiquement plus stagnantes avec leurs établissements régionaux fragiles. Les régions intermédiaires sont celles qui se trouvent entre les deux catégories. La question concernant la différence entre une région et une sous-région aussi occupe une place importante dans les études régionales. Une sous-région est définie comme la partie d'une région plus large ou d'un continent. Donc, elle est généralement basée sur une localité. Les directions cardinales comme nord, sud, est et ouest sont couramment utilisées pour définir une sous-région. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a un système de schéma géographique qui divise les États dans le monde en groupes macro-géographiques régionaux et subrégionaux d'après les critères de la division de statistiques des Nations Unies. Donc, la différence entre une région et une sous-région paraît plutôt géographique que géopolitique. Pourtant, pour certains auteurs, il n'existe pas une différence pointue entre une région et une sous-région et il dépend du point de vue de ceux qui analysent la zone concernée. B. La coopération régionale.
La coopération régionale est également un concept dont les contours sont flous. Il s'agit d'une limitation du nombre d'acteurs qui sont impliqués dans la coopération régionale. Donc, nous parlons d'une coopération encadrée entre les acteurs régionaux qui se réunissent pour certains objectifs à la fois économiques, culturels ou politiques, ou bien une combinaison de toutes ces caractéristiques. Trouver des moyens pour répondre aux intérêts communs et surmonter les défis partagés joue un rôle important au sein de la coopération régionale. La relation entre la coopération régionale et l'institutionnalisation de cette coopération constitue également un débat au sein des études régionales. D'après Eurel, la coopération régionale peut nécessiter la création d'institutions formelles qui peuvent servir plusieurs objectifs. À cet égard, elles peuvent être utilisées comme un outil pour répondre aux défis externes auxquels les acteurs régionaux font face, ou bien pour coordonner leurs positions au sein des organisations internationales ou forums de négociation. D'autre part, elles peuvent être développées pour sécuriser les gains de prospérité, promouvoir des valeurs communes ou résoudre des problèmes communs. Dans le domaine de sécurité, une telle coopération peut être lancée pour stabiliser un équilibre régional des puissances ou institutionnaliser des mesures de confiance. Chaque coopération régionale ne passe pas forcément par un processus d'institutionnalisation. Par exemple, la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, CICA, établie en 1992 continue dans un format de conférence. Pourtant, même si la CICA n'est pas devenue une organisation régionale, il possède un secrétariat situé à Beijing qui a le mandat de représenter ses membres dans des plateformes régionales et internationales. D'autre part, par exemple, l'Union européenne (UE) est passée par un processus significatif de l'institutionnalisation pendant des décennies. Il est évident que l'existence d'une organisation régionale facilite l'encadrement des modalités de la coopération régionale et le suivi des activités pour renforcer la coopération régionale. De toute façon, la coopération régionale, institutionnalisée ou pas, joue un rôle compréhensible pour affermir des relations régionales, quelles que soient les raisons de ces relations. Ce rôle englobe plusieurs concepts comme le régionalisme, la régionalisation et l'intégration régionale. C'est le régionalisme. Même s'ils sont issus de l'idée d'inciter la coopération régionale, le régionalisme, la régionalisation et l'intégration régionale se différencient dans certains domaines. L'idée du régionalisme n'est pas un nouveau phénomène spécifique au XXe siècle. Les premières versions du régionalisme remontent à la période des empires continentaux, qui était le repère des constructions politiques jusqu'aux guerres napoléoniennes. Même si le régionalisme était présent en pratique pendant des siècles, le terme régionalisme n'avait pas encore pris sa place dans le vocabulaire des relations internationales avant la Seconde Guerre mondiale. Le régionalisme, en tant que concept de relations internationales, s'est répandu dans le contexte de la guerre froide, vu que le système international était divisé en sous-systèmes sous le contrôle des deux superpuissances. Le mot régionalisme qui inclut le suffixe isme, dérivé de la terminaison grecque ismos, fait référence à la dimension théorique du processus de développement d'une région. Donc, le mot régionalisme est plutôt associé à l'idée d'une action consciente et planifiée, d'une stratégie et présente un processus initié par des acteurs situés dans la même partie du monde à un moment donné. Le terme inclut la volonté d'inciter la coopération régionale d'une façon plus structurée et systématique. Il exprime une tendance à promouvoir le développement du niveau de vie et de l'organisation régionale, avec une affirmation de solidarité et de promotion du développement d'un groupe d'acteurs avec des intérêts communs. Donc, nous nous référons par exemple au régionalisme lorsque plusieurs États voisins tentent d'abaisser les barrières douanières qui les séparent. Une telle action implique la volonté politique d'une coopération et d'une coordination entre les acteurs qui sont engagés dans le régionalisme. Dans le contexte contemporain où existent des défis complexes et différents et où la puissance de l'État est inadéquate pour les dépasser, les acteurs régionaux s'engagent de plus en plus dans des mouvements de régionalisme. De plus, dans un monde où les institutions multilatérales font face à une sérieuse surcharge d'affaires ou bien ont des agendas biaisés pour favoriser certains acteurs internationaux, le niveau de cet engagement augmente. Etne et Söderbaum soutiennent que le régionalisme est un phénomène spatialement dynamique et en cours.
Cette approche implique l'idée qu'un espace construit dans une démarche régionaliste peut s'élargir ou se rétracter. D'après eux, cette démarche peut être dirigée d'en haut par les gouvernements ou initiée par le bas à travers l'action d'acteurs sociaux non étatiques. Ils affirment que le régionalisme doit être étudié à différentes échelles, à savoir l'échelle globale, l'échelle interrégionale, l'échelle des régions, les échelles intrarégionales et transnationales. En divisant l'analyse du régionalisme en sous-échelles, ces auteurs démontrent en effet le côté multidimensionnel du régionalisme. Le régionalisme contient un très grand nombre de variétés de typologies qui démontrent la pluralité de conceptions concernant sa formation et son contenu. En effet, le régionalisme avait été associé pendant des années à l'économie, pourtant sa relation avec d'autres disciplines a été comprise au fur et à mesure. Parmi plusieurs typologies de régionalisme, qui sont d'ailleurs assez complexes, celle de Fawcett nous donne une perspective sur le sujet. Selon elle, le régionalisme peut se diviser en deux groupes pour prendre en compte les motivations qui se trouvent derrière les mouvements régionalistes. D'ailleurs, elle le divise en deux sous-groupes comme régionalisme doux et le régionalisme coercitif. Elle décrit le régionalisme doux comme une initiative régionale qui favorise une prise de conscience de communauté. En revanche, d'après elle, le régionalisme coercitif s'engage à consolider les groupes régionaux et les réseaux ainsi que les groupes sous-régionaux formalisés par les arrangements et organisations interétatiques. En outre, Ethne et Söderbaum parlent d'une autre catégorisation du régionalisme divisée en groupes micro et macro. Concernant le macro-régionalisme, il se réfère aux trois régions centrales comme l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique avec une attention particulière sur l'UE, l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, et la coopération économique Asie-Pacifique, APEC. Ils affirment que le micro-régionalisme implique des régions qui ont un niveau faible d'institutionnalisation et qui sont plutôt dirigées par le secteur privé avec un niveau supérieur d'interaction initié par les acteurs non étatiques, des réseaux transnationaux comme la diaspora, les réseaux de famille et de l'ethnicité et des liens religieux. De plus, ils soutiennent que le micro-régionalisme est lié au macro-régionalisme dans le sens où la globalisation crée des opportunités pour les micro-régions pour accéder aux opportunités économiques et de développement. Söderbaum parle également des catégorisations telles que le régionalisme de haut en bas et le régionalisme de bas en haut, le régionalisme dur et doux, ou bien le régionalisme formel ou informel. Il précise que les processus formels, comme les régionalismes de haut en bas, durs et formels, sont issus des politiques officielles, interactions codifiées qui sont soutenues par des textes écrits, des traités ou des constitutions. D'autre part, il affirme que les processus informels, comme les régionalismes de bas en haut, doux et informels, sont des séries d'activités non codifiées, basées sur des actes tacites, des accommodations et de compréhension mutuelle. D. La régionalisation. Le régionalisme et la régionalisation sont des termes que les chercheurs confondent souvent. Le mot régionalisation contient le suffixe -tion, dérivé du latin et fait référence à une action ou à un résultat de cette action. Il définit le processus de l'interaction régionale, y compris le processus de développement d'une région. Donc la régionalisation est un phénomène dynamique, plutôt que statique. La régionalisation représente une augmentation des échanges entre des unités territoriales, soit des pays, des régions ou d'autres entités infra-étatiques situées dans la même partie du monde. Dans certains cas, la régionalisation est un fait établi. Dans d'autres, elle est un processus en cours. D'après Richard, tous les flux ou autres modes de relation peuvent se régionaliser ou être régionalisés. Flux touristiques, migration ou mobilités internationales, aide au développement, communication téléphonique et électronique. Donc cela représente une dynamique qui dessine et redessine en permanence des ensembles géographiques dont les limites sont mouvantes. Dans ce contexte, la régionalisation doit être considérée comme un processus à double ou multisens dans lequel des constellations complexes de variables à l'échelle régionale, globale, nationale, locale, même individuelle peuvent se combiner afin de produire des résultats concrets. En clarifiant la différence entre les deux termes, Fawcett exprime que si le régionalisme est une stratégie ou un projet,
La régionalisation est à la fois un projet et un processus et affirme que la régionalisation peut précéder ou bien succéder au régionalisme. Donc il est possible de rencontrer une antériorité et une postériorité entre le régionalisme et la régionalisation. Toutefois, il peut y avoir du régionalisme sans régionalisation. Certains milieux académiques ne défendent pas l'idée d'une antériorité ou de postériorité entre le régionalisme et la régionalisation. À cet égard, ils soutiennent que ces deux concepts doivent être associés et se renforcer pour assurer une coopération régionale effective. Les relations entre la régionalisation et la globalisation représentent un autre débat au sein des études régionales. En analysant la corrélation entre la globalisation et la régionalisation, Fawcett argumente que ces deux concepts représentent des voies complémentaires plutôt qu'alternatives pour assurer l'ordre global. D'ailleurs, elle met l'accent sur le fait que la régionalisation commence à dominer les discussions au sein de l'ONU et dans les cercles reliés concernant la division du travail appropriée pour promouvoir la sécurité et la paix internationale par le biais de la politique de l'aide, du commerce et du développement. En soutenant la corrélation entre la régionalisation et la globalisation, Etn affirme que la première est une réponse aux pressions économiques et politiques dues à la deuxième. Ainsi, il ajoute que tous les deux sont articulés dans le même processus du changement structurel global. L'intégration régionale. Parmi les termes relatifs à la coopération régionale expliqués ci-dessus, l'intégration régionale est le concept le plus clair, mais le plus complexe pour expliquer la différence entre la coopération et l'intégration. Ce terme désigne le processus par lequel des acteurs régionaux forment petit à petit un ensemble régional distinct du reste du monde. Donc le niveau de la coopération se renforce et va plus loin que le régionalisme. Dans ce cas-là, l'intégration régionale accorde la souveraineté à une entité supranationale régionale. Donc, comme dans l'exemple de l'UE, l'intégration régionale est plus qu'une initiative régionaliste et vise à donner l'autorité dans certains domaines prédéterminés à une entité supranationale pendant que le régionalisme se concentre plutôt sur la coopération intensifiée entre les acteurs régionaux souverains. Autrement dit, l'intégration désigne le passage d'un niveau à un autre de l'échelle du régionalisme, ce qui suppose un niveau de coopération à chaque fois plus élevé et éventuellement des transferts de souveraineté. Dans ce cadre, elle présente une étape avancée, mais non obligatoire, de la coopération régionale. Cela démontre qu'il peut y avoir un rapport d'antériorité entre le régionalisme, la régionalisation et l'intégration régionale, la troisième étant le résultat des deux premiers. Yann Richard précise que l'intégration régionale peut avoir un caractère institutionnel ou non institutionnel. Dans le cas institutionnel, elle est pilotée par les gouvernements ou par toute autorité politique légitime ou reconnue comme telle. Dans le cas non institutionnel, elle est impulsée par d'autres acteurs, des firmes, des individus, des associations ou des collectivités locales, dont les pratiques tendent à produire un espace régional. De toute façon, les gouvernements et les institutions supranationales jouent un certain rôle pour la réalisation des pratiques de ces acteurs non étatiques. Dans l'échelle de sa catégorisation, l'intégration régionale constitue une étape plus développée de la coopération régionale, qui aboutit au transfert de la souveraineté des acteurs régionaux à une entité supranationale comme dans le cas de l'UE. Pour conclure, il est possible d'utiliser des définitions multiples pour les termes région, coopération régionale, régionalisme, régionalisation et intégration régionale. De plus, l'impact de l'un sur l'autre et les rapports entre eux paraissent encore discutables, dans la mesure où les explications changent selon les théoriciens et théories. Le débat sur la définition de ce qui est une région se trouve au centre de cette ambiguïté. Le niveau de la proximité géographique entre les acteurs régionaux, l'existence d'une volonté politique des acteurs, le contenu des motifs de leur coopération régionale et leur perception par des acteurs extérieurs comme une région constituent les facteurs essentiels qui permettent de qualifier une zone géographique de région. La coopération régionale représente un terme qui englobe les autres concepts régionaux. Sur ce point, si le régionalisme se définit comme un projet, la régionalisation se réfère pour sa part au processus de ce projet. Pourtant, dans certains cas,
La régionalisation peut aussi commencer avant le lancement du projet de régionalisme. D'autre part, la coopération régionale et l'intégration régionale ont des relations étroites. Dans l'intégration régionale, les acteurs régionaux transfèrent leur souveraineté dans certains domaines ou tous à une autorité supranationale. D'autre part, toutes les coopérations régionales n'aboutissent pas aux intégrations régionales. Mais l'existence d'une organisation régionale soit formelle soit informelle joue un rôle important dans leur gestion. Figure 1. La schématisation des relations entre les termes coopération régionale, régionalisme, régionalisation et intégration régionale, préparée par l'auteur. 2. Le nouveau régionalisme, ses propriétés et ses différences. Dans les études régionales, le régionalisme est généralement divisé en 2 générations. L'ancien et le nouveau. L'ancien régionalisme a duré de la période du nationalisme d'entre les 2 guerres et de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 1970. Le nouveau régionalisme émerge au milieu des années 1980 en Europe de l'Ouest et se transforme graduellement en un phénomène plus répandu. A. L'évolution de l'ancien régionalisme. L'ancien régionalisme date à peu près du début du XXe siècle. Pendant les années 1920, la place des groupes régionaux dans le contexte du système de la Ligue des Nations a gagné de l'importance et par conséquent les initiatives régionales ont reçu une sorte de légitimation dans ce système. Dans les années 1930, pendant la période entre les 2 guerres mondiales, la sécurité internationale se réalisait par le biais des ententes et des alliances réversibles. Donc, les initiatives régionales ne pouvaient pas s'institutionnaliser et contribuer au maintien de la paix, de la sécurité et du développement économique. Avec le début de la guerre froide, dans le contexte d'un système international dirigé par les 2 superpuissances, le concept de région est devenu une unité d'analyse importante. D'ailleurs, il y a eu une prolifération d'organisations régionales, notamment les groupes pan-régionaux comme l'Organisation de l'Unité africaine, l'Organisation des États américains, la Ligue des États arabes et les pactes de sécurité comme l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, OTAS, le pacte de sécurité entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis et l'Organisation du traité central, CENTO. Les institutions de Bretton Woods et l'ONU ont produit un ensemble d'organisations et de banques de développement régionales. Les défis de la décolonisation et de la guerre froide ont compliqué le maintien d'une cohérence entre les regroupements régionaux. Cela a rendu certaines institutions régionales susceptibles d'instrumentalisation par les membres plus forts ou des acteurs extérieurs. Cette période de la guerre froide était une période propice au régionalisme. En effet, pour les pays en voie de développement, le régionalisme était un recours supplémentaire pour exprimer leur indépendance comme dans les cas du mouvement des non-alignés et le groupe des 77. D'ailleurs, le régionalisme était aussi considéré comme un enjeu du Sud contre la domination du Nord par lequel les pays en voie de développement réagissaient au système bipolaire et exprimaient leurs exigences économiques et politiques. Plusieurs acteurs régionaux cherchant des nouveaux rôles pour eux-mêmes dans la formation de l'économie locale et l'environnement sécuritaire s'engageaient dans la scène internationale. La NAS, la communauté caribéenne CARICOM, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale, ASACR, l'Organisation de coopération économique, ECO, le Conseil de coopération entre les pays du Golfe étaient parmi ces nouveaux projets coopératifs. Tous ces groupes étaient en effet le produit de l'ère de la guerre froide. Les théories dominantes dans le cadre de l'ancien régionalisme et qui expliquaient les développements prenant en considération le contexte de l'Europe étaient le fédéralisme, le fonctionnalisme, le transnationalisme, le néofonctionnalisme et l'intergouvernementalisme. De plus, le néoréalisme et l'institutionnalisme néolibéral avançaient aussi des arguments pour expliquer les mouvements régionaux dans le cadre de l'ancien régionalisme. L'émergence des acteurs autres que les États au sein de l'étude des relations internationales à la fin de la guerre froide, ainsi que les changements politiques, économiques et culturels dans différentes régions du monde ont démontré que les théories de l'ancien régionalisme étaient insuffisantes pour expliquer le régionalisme contemporain.
L'ancien régionalisme appartient à un contexte historique où les États étaient considérés comme les acteurs primaires incontestables du système international. Donc, il avait une approche étacentrique ne prenant pas en compte la caractéristique pluraliste d'acteurs du système international. De plus, participer à une initiative régionale signifiait choisir un bloc dans le système bipolaire. Dans ce contexte, des mouvements régionaux à l'issue de l'ancien régionalisme étaient unidimensionnels. Il s'agit par exemple de dimensions économiques, dans le cas de la Communauté économique européenne, la CEE, l'ancêtre de l'UE, ou de dimensions sécuritaires basées sur la préservation de l'équilibre des puissances dans le cas de l'OTAN pendant la guerre froide. Donc, l'ancien régionalisme était généralement un processus de haut en bas dirigé par les gouvernements et les élites nationaux, avec une forte accentuation sur le rôle des gouvernements nationaux et excluait des acteurs non étatiques des mouvements régionaux. L'ancien régionalisme était eurocentrique. Pendant la période de l'ancien régionalisme, les théories d'intégration régionale se sont développées depuis l'expérience européenne, ou bien pour expliquer le déroulement de cette expérience. Pourtant, ce n'est pas seulement en Europe que les mouvements régionaux se déclenchaient. Il y a aussi eu des mouvements régionaux en Amérique latine, en Afrique et en Asie, issus d'aspirations différentes mais dans des temporalités proches. Mais, la littérature sur le régionalisme était plutôt concentrée sur les mouvements régionaux en Europe. Le processus d'intégration en Europe et sa trajectoire institutionnelle sont considérés comme la voie la plus viable pour une variété d'autres organisations régionales comme le SADC, le CEDEAO, le MERSOCUR et la NAS. Pourtant, chaque mouvement régionaliste a ses propres réalités et ses propres dynamiques régionales et par conséquent la nécessité de posséder une approche sur mesure a été sous-estimée dans les études de l'ancien régionalisme. L'ancien régionalisme ne prenait pas en compte la globalisation de l'époque dans ses analyses. Par conséquent, les analyses dans le cadre de l'ancien régionalisme sont concentrées plutôt sur les processus endogènes de formation des régions, et n'ont pas accordé assez d'attention à l'environnement externe et global ainsi qu'à leurs effets sur la coopération au sein de la région. Tous les aspects mentionnés ci-dessus ont poussé à aborder les études régionales d'un autre point de vue, ce qui aboutit à la formulation d'une nouvelle vague de régionalisme. B. Les propriétés du nouveau régionalisme. Le nouveau régionalisme est apparu dans l'ordre mondial devenu multipolaire, dû à la fin de bipolarité dans le contexte de l'après-guerre froide et d'une globalisation intensifiée. Il a émergé au milieu des années 1980 dans un contexte de transformation structurelle du système global, avec une nouvelle division du pouvoir et du travail, l'érosion du caractère d'État-nation du système westphalien ainsi que la croissance de l'interdépendance. Dans ce contexte, depuis la fin des années 1980, les approches critiques ont commencé à dominer la base théorique du régionalisme. Ces approches s'opposent à la séparation du sujet et d'objet, et à la distinction de faits et de valeurs. En fait, le nouveau régionalisme est très éclectique dans la mesure où il peut aussi se référer à certains aspects des théories classiques prédominantes dans l'ancien régionalisme. Par ailleurs, le constructivisme prend une place assez dominante dans les études du nouveau régionalisme. Le nouveau régionalisme se basant sur des postulats du constructivisme considère que les régions ne sont pas tenues pour acquises et elles sont en cours de construction. Donc, elles sont des entités en formation et elles sont faites, refaites et défaites d'une manière intentionnelle ou non intentionnelle dans le processus de transformation globale par l'intermédiaire de l'action humaine et de la formation identitaire. Dans ce cadre, les intérêts et les identités sont formés dans le processus de l'interaction et de la compréhension intersubjective. Donc les constructivistes du nouveau régionalisme étudient les interactions entre les agents et la structure de la région construite, et ce faisant ils attribuent une importance indéniable à l'identité régionale et au processus de sa formation pendant la régionalisation. Le nouveau régionalisme se différencie de l'ancien régionalisme par plusieurs aspects. Du point de vue de l'acteur, le nouveau régionalisme refuse l'approche étacentrique des relations internationales. Il favorise le rôle des acteurs non étatiques dans le système international. Pourtant, il ne nie pas le rôle des États pour la formation des mouvements régionaux. De plus,
Cette approche critique le caractère eurocentrique de l'ancien régionalisme et cherche à fournir des explications plus complètes en analysant les différents mouvements régionaux dans le monde entier. Concernant le processus de formation d'une région, le nouveau régionalisme se présente comme un processus plus volontaire déclenché au sein de régions émergentes. Ainsi, comme les acteurs non étatiques, la société civile et les cercles des hommes d'affaires jouent un rôle important pour la régionalisation. Les intérêts des hommes d'affaires et des firmes multinationales ne fonctionnent pas seulement dans le domaine global, mais créent également des raisons de l'activité économique au niveau régional. En même temps, le nouveau régionalisme postule que les sociétés civiles nationales deviennent étroitement liées de façon mutuelle sur la base régionale et dans une certaine mesure s'intègrent également avec la société civile émergente globale. Tableau 1. L'analyse des différences entre l'ancien et le nouveau régionalisme, préparée par l'auteur. La régionalisation au sein du nouveau régionalisme est plus étendue et multidimensionnelle par rapport à la nature plus spécifique de l'ancien régionalisme, dominé par les organisations d'orientation sécuritaire ou économique. Donc, le nouveau régionalisme couvre une coopération contenant en même temps des aspects politiques, sécuritaires, économiques, culturels et sociaux. Considérant que les dynamiques internes des acteurs d'une région jouent encore un rôle important pour le nouveau régionalisme, ce dernier souligne l'importance de prendre en compte le contexte global pour la régionalisation. Donc, selon le nouveau régionalisme, la régionalisation ne peut pas être seulement attachée aux facteurs nationaux et détachée du contexte global. Il postule que les effets de la globalisation sur la régionalisation et les impacts de la régionalisation sur la globalisation doivent être aussi analysés dans les études régionales. D'ailleurs, le nouveau régionalisme considère que la globalisation et la régionalisation sont plutôt articulées dans le même processus du changement structurel global. Allant au-delà de la corrélation entre la régionalisation et la globalisation, Etne affirme que le nouveau régionalisme par le biais de coopération régionale offre un nouvel ordre mondial. Il argumente qu'un ordre mondial formé de plusieurs ordres régionaux peut présenter une alternative à l'ordre mondial unipolaire qui est dominé par une hyperpuissance. Acharya décrit ce tableau comme l'architecture régionale émergente de la politique mondiale. Dans ce cadre, le nouveau régionalisme est considéré comme une vision politique qui peut trouver des réponses aux défis de la globalisation. Aujourd'hui, les régions sont partout dans le monde et sont de plus en plus fondamentales pour le traitement des affaires globales, du commerce jusqu'à la résolution des conflits. Avec cette vision, aujourd'hui nous pouvons constater que le régionalisme est visible partout dans le monde, de l'Amérique latine, de l'Afrique jusqu'à l'Asie centrale et l'Asie-Pacifique. Cela confirme la dimension globale du nouveau régionalisme. C'est les nouveautés conceptuelles du nouveau régionalisme. La régionalité, l'identité régionale, l'interrégionalisme et le régionalisme comparatif. Les études du nouveau régionalisme insistent sur certains concepts, en examinant la nouvelle étape de régionalisation dans le monde. Ainsi, le concept de régionalité, regionesse, apparaît comme une méthode analytique pour mesurer les niveaux de régionalisation. Les concepts tels que l'identité régionale et l'interrégionalisme qui étaient également présents, bien que de façon sous-estimée, dans la période de l'ancien régionalisme, deviennent des sujets sur lesquels les nouveaux régionalistes se concentrent davantage. Le régionalisme comparatif présente une ouverture dans les études du nouveau régionalisme. Régionalité. Etne Söderbaum, représentants de l'approche du nouveau régionalisme, ont apporté une dimension nouvelle aux études régionales en créant le concept de régionesse qui pourrait être traduit en français comme régionalité. D'après eux, une région est une communauté imaginaire et est issue d'une base territoriale comme une nation. Le niveau de régionalité définit la position d'une région ou d'un système régional particulier, dans un sens de cohérence. L'identité régionale se forme dans un processus historique. Faisant référence au caractère social de la construction des régions, ces auteurs attirent l'attention sur la possibilité de transformation et d'évolution des régions. Etne Söderbaum divise la régionalité en 5 étapes par lesquelles le régionalisme s'intensifie et démontre l'histoire naturelle de la régionalisation.
Cela sert à mesurer les niveaux de régionalité d'un processus de régionalisation. La montée dans l'échelle signifie la transformation d'un espace régional vers un acteur distinct des autres avec une substance économique, politique et identitaire en tant que sujet du système international. La première étape est l'espace régional, regional space, délimité plus ou moins par des barrières physiques avec des caractères écologiques communs. Il donne les exemples de l'Europe de l'Atlantique vers l'Oural, de l'Amérique du Nord, de l'Asie centrale ou encore du sous-continent indien comme des espaces régionaux. Partant de ces exemples, il pense que la région doit être enracinée dans un territoire. Cette étape se réfère plutôt à une proto-région ou entité pré-régionale qui signifie que cette région est socialement organisée par les habitants qui se trouvent plutôt dans des communautés isolées. Pourtant, certaines relations translocales commencent à se développer entre ces communautés à cette étape. La deuxième étape nommée comme le complexe régional, Regional Complex, implique des relations translocales toujours croissantes parmi les groupes humains. Ces relations de l'interdépendance embryonnaire constituent un complexe de sécurité. Les éléments constituants du complexe régional sont normalement les États qui sont dépendants les uns des autres, ainsi que de la sécurité entière du système régional. À cette échelle de régionalité, le système régional peut être anarchique et les États dans le système peuvent s'organiser par l'équilibre des puissances. Il peut y avoir des conflits entre les acteurs régionaux. Cependant, l'existence des conflits peut leur donner un moyen d'interaction et ce faisant leur régionalisation peut continuer d'une manière paradoxale. La troisième étape est la société régionale, Regional Society, qui peut se former soit d'une façon organisée soit d'une manière spontanée dans les domaines culturels, économiques, politiques ou militaires. Les États ne sont pas les seuls acteurs, mais ils sont encore dominants dans le système. Les acteurs régionaux peuvent s'engager dans une coopération plus organisée par l'intermédiaire des organisations et des institutions formelles ou informelles, au niveau régional. Dans un tel cas, la région est définie par la liste des acteurs de l'organisation régionale en question. La régionalité à ce niveau est caractérisée par des normes et des règles qui augmentent la prédictibilité du système. Par ailleurs, la modalité des relations est plus réglée à ce stade. La quatrième étape nommée la communauté régionale, Regional Community, se réfère à un processus où la région devient de plus en plus un sujet actif avec une identité régionale et une capacité d'acteurs institutionnalisés ou informels. À ce niveau, la région acquiert une légitimité et une structure de prise de décision. L'existence d'une structure permanente organisationnelle soit plus formelle soit moins formelle facilite et promeut la communication sociale. La convergence des valeurs et d'actions à travers la région crée une société civile transnationale, caractérisée par la confiance sociale à l'échelle régionale. La préexistence d'une tradition culturelle partagée possède une importance pour atteindre ce niveau. Pourtant, la multidimensionnalité et la qualité volontaire de la coopération régionale et les caractéristiques sociétales sont des éléments déterminants de ce niveau de régionalité. Le système politique régional institutionnalisé, Regional Institutionalized Polity, constitue la cinquième et la dernière étape de régionalité. Cette étape est dotée d'une structure plus fixe de prise de décision et d'une capacité d'acteurs plus forte. Cela correspond à la communauté de sécurité amalgamée de Karl Deutsch. À ce niveau de régionalité, des fédérations légères ou bien des systèmes politiques sui generis peuvent se former. Les domaines essentiels pour l'intervention régionale sont les suivants. La prévention et la gestion des catastrophes naturelles dans la région, les urgences, la gestion et la résolution des conflits et la création de prospérité pour l'équilibre régional entre différentes zones de la région. Nous parlons de la formation d'une gouvernance régionale supranationale à ce niveau. Selon Ethne et Söderbaum, pour le moment, l'UE fournit une nouvelle et unique forme de ce type de gouvernance. Tableau 2. Les 5 étapes de la régionalité formulées par Ethne et Söderbaum, schématisées par l'auteur. Ethne et Söderbaum soulignent que le régionalisme peut être considéré comme un projet politique créé par les acteurs humains, comme dans le cas d'un projet d'État-nation. Il peut à la fois échouer ou réussir. À cet égard, le déclin peut signifier une chute dans la régionalité et finalement la dissolution de la région par soi-même. De plus,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.